Monsieur le Président, bonjour. J'avais l'intention de vous parler beaucoup de la fonction présidentielle aujourd'hui, et puis l'actualité est très forte. Il y a l'heureux retour des otages du Liban, et puis il y a aussi la Nouvelle-Calédonie. L'heureux retour des otages du Liban, on a vu ces images ce matin à la télévision, elles nous ont fait chaud au cœur à tous. Vous êtes intervenu dès hier soir. Est-ce que vous avez téléphoné à Jacques Chirac ou à Charles Pasqua pour les féliciter de leur action? Non, je n'ai pas téléphoné. Je les ai mêlés indistinctement dans les remerciements que j'ai adressés à tous ceux qui ont pris part à cette heureuse libération. Comment avez-vous été, vous, informé de cette libération? Depuis quelques jours, je n'ignorais pas les différents mouvements, d'ailleurs on m'en tenait informé, qui permettaient d'espérer. Mais il faut dire que nous avons été si souvent déçus qu'il fallait aborder cette période avec la plus grande précaution. Je m'en étais d'ailleurs entretenu avec Mme Kaufmann, avec laquelle j'avais dîné lundi soir. Mais je l'ai appris en somme quelques minutes avant les autres, seulement. Lors du débat télévisé face à Jacques Chirac, on a vu qu'il y avait entre vous, que la cohabitation apparemment avait très bien joué sur le problème des otages, dans vos déclarations que vous avez pu faire. Je veux dire, cette cohabitation, elle a été présente tout le temps, jusqu'à la fin, je veux dire, cet échange permanent qu'il y a eu. Nous l'avons dit nous-mêmes au cours de ce débat qui était rude. C'est peut-être le seul point dans lequel il y a une sorte de pause psychologique, puisque on m'a demandé, les journalistes qui étaient là m'ont demandé de quelle façon je considérais ce problème des otages et de quelle manière avait fonctionné ce qu'on appelle la cohabitation. Et j'avais dit, eh bien, elle a fonctionné très correctement. Il s'agissait d'un devoir qui nous était commun, on l'a traité comme il fallait. Et ensuite, ils se sont tournés vers M. Chirac qui a dit, je confirme, je résume. Mais bref, il ne pouvait pas y avoir de dissentiment dans une affaire de ce genre. C'est un bon point quand même aujourd'hui pour le gouvernement de Jacques Chirac. Si, c'est un bon point, tant mieux. Je n'ai pas à faire de spéculation à caractère électoral. Ce qui est vrai, c'est que c'est un bon point d'abord pour les otages, et c'est un bon point pour nous tous. Alors, à travers tout ce qui s'est passé depuis de longs mois, où l'on espérait la libération des otages à plusieurs reprises, il y avait notamment le sort de Nakache qui était en jeu de la part de ceux qui avaient des exigences par rapport à la libération des otages. Est-ce que vous avez été, vous, saisi d'une demande de grâce de la part du gouvernement? Oui, Nakache est un des 5 membres du commando qui était venu pour tenter d'abattre M. Chapour Bakhtiar, ancien Premier ministre iranien réfugié à Paris. Et lequel commando n'a pas abattu M. Chapour Bakhtiar, mais tué au passage 2 Français qui se trouvaient au même étage que M. Chapour Bakhtiar. Ils ont été condamnés à de lourdes peines. Vous me posez la question, car cela faisait partie des revendications initiales en effet, des terroristes. Libérer le commando Nakache. Et ensuite, la discussion s'était fixée sur la personne de Nakache. Eh bien, je vous réponds en termes très simples, non, je n'ai pas gracié Nakache. Et on ne vous en a pas fait la demande? La question ne m'a pas été posée. Et si on vous en faisait la demande? Je ne vis pas sur les hypothèses. Monsieur le Président, c'est le signe quand même d'une évolution des relations entre la France et l'Iran, cette libération. Nous sommes dans une bonne phase des relations entre la France et l'Iran, celle que vous souhaitez? Vous savez que les relations diplomatiques ont été rompues, ce qui est un phénomène très rare sur le plan international, ont été rompues précisément au moment de l'affaire Gorgi. Et depuis cette époque, nos diplomates sans doute se rencontrent encore. Mais c'est un grand embarras dans les relations entre nos 2 pays. J'examinerai cette question, si j'ai à le faire, dans les jours prochains. Mais elle ne sera pas résolue avant dimanche. Alors, il y a eu beaucoup de réactions de la part de l'ensemble de la classe politique qui se réjouit de cette libération. Il y a eu une déclaration un petit peu différente ce matin de la part de Jean-Marie Le Pen, disant c'est très bien pour les familles, mais en fait, on a négocié avec les terroristes. On ne devrait pas négocier avec les terroristes en aucun cas. J'estime qu'on ne doit pas négocier avec les terroristes, en effet. Mais pour libérer des otages, on est bien obligé d'avoir fait des concessions. Non, on n'est pas obligé de faire des concessions. Lorsqu'il y a terroristes, il faut qu'ils connaissent leur enjeu. Et ce ne sont pas des actes gratuits. Ils représentent généralement, il s'agit, lorsqu'il ne s'agit pas du banditisme pur, enfin proprement dit, ils agissent, croient-ils, pour servir une cause. La servent-ils bien ou la servent-ils mal en prenant des otages? S'ils ont conscience de la servir mal, parce que cela ne donne rien, alors ils sont tentés, sans doute, de restituer leurs otages
j'imagine, c'est arrivé quelquefois. Nous sommes parvenus dans plusieurs circonstances, et avec d'autres pays, et sur d'autres continents, à libérer des Français qui avaient été faits prisonniers, retenus en otage dans des conditions inacceptables. Non, mais il ne faut pas négocier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas leur donner d'argent, il ne faut pas leur donner les avantages qu'ils réclament. En l'occurrence, je pense qu'il faut passer par les États, par les responsables officiels des peuples, et qu'à partir de là, les influences peuvent jouer. Alors aujourd'hui, tout le monde se réjouit, demain, tout le monde se posera des questions pour savoir s'il y a eu un prix à payer par rapport à cette libération. Il n'y a pas eu, en tout cas, le prix d'une grâce à l'égard de terroristes condamnés. C'est ce que je puis vous dire pour ma part. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé aussi, et dans le cadre justement de l'affaire des otages ces derniers jours, d'un homme, de cet homme syrien, Ramadan, disons que c'était un petit peu en quelque sorte votre émissaire. Il a été expulsé d'ailleurs il y a de cela 2 jours. Alors vous étiez en contact avec lui, vous avez essayé avec lui de faire libérer les otages? Non, je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Simplement, c'est un fait tout à fait exact. Au début de 1986, comme le président Assad, qui est le président syrien, avait souhaité entretenir avec moi une correspondance, M. Adam a été porteur d'une lettre au président Assad. Depuis cette époque, je n'en ai plus jamais entendu parler. Enfin, je veux dire, je n'ai pas su, entre lui et mon entourage, de relations que j'ai connues, en tout cas. Donc vous avez tenu au courant de cette expulsion, vous en donnant les raisons? De cette expulsion? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que M. Adam est quelqu'un qui aime s'occuper de ces choses, puisque j'ai entendu dire que par la suite, c'est-à-dire qu'après mars 1986, il avait rempli d'autres missions. Alors il y a dans l'actualité aussi la Nouvelle-Calédonie, la situation est très très tendue sur place. Il y a eu la libération des otages, mais une libération qui là est moins heureuse parce qu'il y a des morts pour cette libération. Une situation particulièrement tendue si vous vous retrouvez toujours à la tête de la France lundi prochain. Quelle sera, disons, votre première action vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie? En tout cas, je vous dirais que c'est en effet, à mes yeux, une affaire très douloureuse. Compte tenu du moment où il y avait 23 otages retenus dans l'île d'Ouvéa, le premier devoir était de s'efforcer de les libérer. Je préférais la voie de la conciliation ou de la médiation. Dès lors que la médiation de l'archevêque de Nouméa, qui a été sollicitée sur place, j'imagine, par le ministre responsable, dès lors que cette médiation n'avait pas abouti, et qu'il apparaissait au commandement, également sur place, que les otages pouvaient être libérés dans des conditions qui n'auraient pas dû aboutir à cette mort de, je crois, 17 personnes. 17 personnes, d'après le dernier dernier m'exprime, d'après nos dernières informations, de devoir rester libérant les otages. Mais je dois dire que la manière dont tout cela se passe là-bas m'incite à réitérer devant l'opinion publique la condamnation que je forme à l'égard de la politique qui nous a conduits là, et qui, en effet, ne peut que s'aggraver. Vous m'avez dit, si vous êtes élu ou réélu dimanche prochain, comment feriez-vous? Je respecterai les droits, naturellement, de la République, mais la République a un premier devoir, c'est d'être arbitre entre les intérêts qui s'opposent, de préférer toujours l'intérêt général aux intérêts particuliers, et je préfère, je puis le dire, sans la moindre gêne, je préfère la voie de la conciliation à celle de la violence. Vous enverrez immédiatement un médiateur sur place? Je ferai ce que j'aurai à faire, mais je m'orienterai dans le sens que je viens d'indiquer. Vous demanderez à M. Bernard Pons de démissionner tout de suite? Le problème de M. Bernard Pons est tout à fait circonstanciel. Si je suis élu, le gouvernement de lui-même, le Premier ministre, me remettra sa démission. Mais dès lors, il n'y aura plus de gouvernement et donc plus de M. Pons. Est-ce que vous pensez qu'on est allé assez loin dans la tentative de dialogue pour faire libérer les otages? Et M. Giraud a dit ce matin que vous aviez donné votre accord pour l'assaut qui a eu lieu. Vous en avez été informé, là aussi? J'ai été informé de certaines conditions d'exécution. J'ai besoin de vérifier si elles ont été vraiment appliquées. Les forces dites de l'ordre ont accompli leur devoir, c'est-à-dire qu'elles ont obéi aux ordres qu'elles ont reçus. Les conditions qui m'avaient été indiquées de loin
mais ce rapport écrit ne semblait pas devoir exactement aboutir, heureusement, dans la prévision et malheureusement dans la réalité, à ce que nous avons pu constater cette nuit. Je demande donc à examiner ce dossier. On se retrouve toujours dans des situations, que ce soit par rapport au Liban, que ce soit par rapport à la Nouvelle-Calédonie, à une situation très très difficile quand on se trouve à la tête de l'État, dans une situation qui est à la fois une situation de chantage de la part de ceux qui sont les ravisseurs, et puis par rapport à la situation de vies humaines qui sont en jeu. Oui, si les conséquences peuvent être tragiquement comparées, les causes ne sont quand même pas les mêmes. Car dans le Proche-Orient, au Liban, à Beyrouth, pourquoi s'en est-on pris à des Français? Pour obtenir de la France des concessions qu'elle ne pouvait pas accorder, changement de sa politique, cessation de ses amitiés ou de ses alliances sur place, impossible libération de terroristes simplement par l'échange entre des innocents et des criminels. La situation en Nouvelle-Calédonie est tout à fait différente. Il y a aujourd'hui une sorte de guerre civile entre deux communautés. Il y a une politique qui, à mon avis, je l'ai dit publiquement, donc je n'ai pas à craindre de me répéter, qui, à mon avis, n'a pas suffisamment tenu compte des justes intérêts en présence, et qui a donné le sentiment de servir un groupe particulier contre bon nombre des communautés ou des personnes appartenant aux communautés originaires de la Nouvelle-Calédonie. C'est là une erreur que j'ai relevée il y a un instant et sur laquelle il faudra parvenir. Parce que les Kanaks, ils sont français, du moins dans notre conception du droit à nous. Ils sont citoyens de la République française. Et il n'y a pas à dire, dans une affaire de ce genre, bon, bien, il y a 2 morts français, c'est vraiment très triste, c'est très triste. Et puis il y a 15 morts kanaks, bon, ils ne veulent pas s'y risquer. C'est vrai qu'ils ont eu tort de procéder à cette prise d'otage, grand tort. Et chaque fois que j'ai pu en saisir des responsables là-bas, j'ai dit que ce n'est pas comme cela, du côté kanak, que l'on pouvait réussir à trouver les termes de la conciliation. Et cela étant dit, le malheur s'étant produit, je pense que l'avenir immédiat, repose sur la médiation, sur la conciliation, sur le souci des justes intérêts des parties en présence. Cette situation explosive, vous l'avez connue vous-même il y a quelques années en Nouvelle-Calédonie. Je l'ai connue, mais cela s'était apaisé. Vous savez, depuis que la Nouvelle-Calédonie est française, il y a déjà bien longtemps, depuis un siècle, il y a eu souvent des révoltes. Souvent, quelques-unes ont donné des conséquences plus dramatiques encore, plus dramatiques en raison du nombre de victimes que celles que nous venons de connaître. Et en 1984, de nouveau, des mouvements d'opinion qui ont abouti à un certain nombre de meurtres dont ont été victimes les 2 communautés. Chacun se souvient du mort de Yengen, de l'assassinat aussi des 2 frères de M. Tchibaou. Tout cela n'est pas fait, naturellement, pour faciliter la compréhension mutuelle. Mais des élections, vous m'avez posé une question sur la situation au moment où le gouvernement de M. Fabius a cédé la place au gouvernement de M. Chirac. Eh bien, depuis un an, il ne s'était plus rien passé. Des élections régionales ont eu lieu au mois de septembre. Tout le monde a participé. Ça s'est très bien passé. Des responsables des 2 communautés, de plusieurs communautés, ont pu gérer de grandes régions. En 1986, aux élections législatives, de même, tout le monde a participé. Et puis voilà, tout cela a été détruit. C'est dommage. En recevant M. Tchibaou, est-ce que vous n'avez pas l'impression de donner l'impression d'être un peu plus sympathisant du FNL-CAF? Mais je les reçois tous. Je les reçois tous. S'ils me demandent un rendez-vous, j'ai vu M. Tchibaou quelques 5 ou 6 fois, et j'ai rencontré les autres aussi, et je leur tiens le même langage. Je leur dis, vous devez vivre libre sur la même terre. Il ne s'agit pas que l'une des communautés puisse éliminer l'autre, et moi, j'ai pour responsabilité la République, elle doit être impartiale. Monsieur le Président, merci.